Je vais passer la parole à Bernard Godard, dont on dit, mais ça ne va pas lui plaire, que c'est le monsieur islam en France. Donc, on a l'impression que c'est la mère Denis, mais pas du tout. C'est vraiment un très grand expert et un homme qui a un œil détaché, enfin ferme mais détaché. Donc, je pense que c'est très intéressant. Merci. Merci Jacques-Marie Bourget de ce qualificatif qui m'a été attribué par une journaliste il y a 5-6 ans, je crois, à l'occasion d'un reportage sur la fonction que j'occupais au Bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur, car j'avais été chargé d'une mission de relations avec les organisations musulmanes, et depuis, ça m'a collé à la peau, et donc on m'a appelé Monsieur Islam. Mais comme il y a eu un livre qui a été écrit qui dit « Monsieur Islam n'existe pas en France », donc je n'existe pas vraiment. Bon, un spectre. Spectre. Alors, mais bon, on m'a demandé d'intervenir un petit peu dans l'esprit général de ce colloque, de ce séminaire. Et j'avoue qu'effectivement, pour ma part, je serais un peu plus décalé par rapport à ce qui est l'interface entre le monde arabe, le monde musulman et la France ou la Belgique, bien sûr. Et je parlerai de domaines que je connais beaucoup plus particulièrement, qui est celui de la vie des communautés musulmanes en zone, on va dire, en zone francophone, hein, en France, en Belgique, et éventuellement, c'est vrai aussi, dans certains cantons suisses. Ça, c'est une réalité. Il y a un espace francophone islamiste. Ça, c'est une réalité. Vous avez ce même espace francophone que vous retrouvez au Québec, dans les cantons suisses francophones, en Wallonie et en France. Alors, ne me demandez pas, ça serait trop long à expliquer comment ça se fait, mais c'est un espace culturel qui définit effectivement certaines problématiques, et vous retrouvez certains sites particuliers à Bruxelles, vous retrouvez les mêmes à Montréal, vous retrouvez les mêmes à Paris. Et vous ne les retrouvez pas à Ottawa ou à Anvers, par exemple. C'est quand même extraordinaire, c'est une réalité. Vous ne verrez pas de la même nature. Mais cet espace francophone, je en parlerai beaucoup plus concrètement. Alors, simplement, je voudrais répondre en guise d'introduction à une question qui a été posée par Jacques-Marie Bourget sur l'islamisation de la cause palestinienne. Oui, c'est un phénomène que je connais bien, que j'ai observé depuis 30 ans. C'est un phénomène relativement récent. Il a été spectaculaire en 2009, au moment de la solidarité manifestée auprès des populations par les musulmans, par les manifestants en France, après les bombardements de Gaza. À la surprise de beaucoup de gens, les réseaux qui avaient mobilisé étaient principalement des réseaux de mosquées, ce qui était complètement nouveau. Ce qui ne s'était, je ne dis pas jamais vu. Il y avait eu des mobilisations qui s'étaient déroulées par l'intermédiaire des mosquées précédemment, mais pas de manière aussi systématique, aussi organisée. Bon. Et effectivement, c'est aussi 2009 la date où le SMS et où les moyens, les flash mobs de mobilisation pour des manifestations prennent le relais d'organisations traditionnelles, lesquelles organisations traditionnelles étaient effectivement plutôt des organisations, je ne vais pas dire laïques, mais enfin beaucoup plus centré sur une défense laïque, séculière de la cause palestinienne. Et effectivement, on a vu à cette occasion, justement, apparaître, du coup, l'Union des organisations islamiques en France en tête de cortège comme étant, effectivement, un fer de lance de choses qui n'étaient pas habituées à faire. Et même, on l'avait vu précédemment dans d'autres manifestations de soutien à la cause palestinienne, il leur était instamment demandé de rester en queue de cortège et à une distance raisonnable du cortège. Donc vous voyez que... Mais c'est un changement relativement récent, mais en même temps, ça prouvait une chose, puisqu'il y avait un certain nombre de jeunes qui étaient munis tous de drapeaux jaunes du Hamas, et effectivement, la grande surprise de beaucoup de gens, tous ces jeunes qui venaient des mosquées, il avait fallu qu'ils soient dotés de ces drapeaux. Il avait fallu qu'ils puissent s'en munir, qu'on leur donne. Et effectivement, on a vu comme ça toute une vague de drapeaux jaunes du Hamas apparaître au cours de cette manifestation. Donc en 2009, toujours au moment des réactions à Hamas. Et c'est vrai que, bon, je parlerai aussi de la mobilisation assez importante sur les bateaux qui devaient aborder la côte israélienne, où effectivement on a vu des mobilisations assez significatives du côté d'organisations musulmanes.
et en particulier, phénomène nouveau aussi, une mobilisation de musulmans, enfin bon, en tant que musulmans, bien sûr, par leur circuit turc, chose qui n'était peu fréquente auparavant. On a vu des gens de la communauté turque, effectivement, très encadrés par des organisations plutôt de type religieux, puisqu'il s'agit de la Diyanet turque ou du Millî Görüş, qui sont deux organisations qui sont plutôt dévouées aux religions, dans la religion musulmane en France, et non pas à des causes, si vous voulez, typiquement politiques, ou s'il l'était, il l'était par exemple par rapport à la cause arménienne, mais c'était sur une incitation assez vive de la part des autorités turques. Mais vous voyez, donc du coup, effectivement, est-ce qu'on va dire qu'il y a... alors je ne parle pas effectivement du développement du poids du Hamas, mais du Hamas au sein de la cause palestinienne, d'où tous les développements en Palestine elle-même, mais il était intéressant de voir qu'au sein quand même d'une communauté, communauté, j'aime pas le mot, disons d'un ensemble de gens qui étaient mobilisables politiquement, ça l'était vraiment clairement par le biais plus religieux que le biais traditionnel qu'on connaissait auparavant. C'est un phénomène nouveau. Alors, en même temps, j'ai envie de dire, c'est quand même paradoxal qu'à la suite des révolutions arabes, c'est le mouvement des frères musulmans en tant que tel, le Tanzim, est en recul. Ça me paraît paradoxal, mais je parle du point de vue de celui qui l'observe ici en Europe. Peut-être que c'est peut-être exagéré, mais je crois que l'indice, M. Nermeh, je crois qu'il a dit précédemment, tous les efforts, et Dieu sait, ils ont été étendus, déployés depuis 1928 pour parvenir au pouvoir. Ça a été effectivement, enfin, on y est arrivé 2011, et en l'espace d'un an, tout s'effondre. Et je pense que cette phrase qu'il a dit est très vraie. C'est qu'effectivement, on a quelque chose de spectaculaire. C'est un véritable séisme pour le mouvement des frères musulmans. Celui, finalement, j'ai envie de dire, qui a consisté à reculer au maximum l'arrivée au pouvoir, de toujours temporiser, de toujours dire à ses troupes, mais non, nous devons subir avant de trouver d'abord en mesure d'assumer le pouvoir. La répression n'est pas une punition, la répression, ça nous teste notre résistance pour mieux y être. Eh bien, on y est. Et là, on y est, effectivement, on découvre un certain nombre de choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails, vous les connaissez. Celui, effectivement, du plan qui avait été démasqué par, du côté égyptien pour prendre le pouvoir de manière beaucoup plus autoritaire, surtout, mais aussi, c'est 11 millions de manifestants dans toute l'Égypte pour demander le départ de Mohamed Morsi, ce qui est quand même quelque chose d'assez unique dans le monde. Je pense que c'est unique, on n'a jamais vu ça ailleurs, mais c'est quand même quelque chose de spectaculaire. Et qu'est-ce qui s'est passé dans justement ce mouvement des frères musulmans en Europe? C'est quand même un coup de massue terrible. Mais je vais y venir. Il se trouve que le mouvement des frères musulmans n'avait pas pour activité principale celle du soutien à la plupart des causes du printemps arabe. Et c'est ça aussi. Et donc il s'est replié sur ce qui était sur son socle originel, sur celui qu'il avait monté, lui, de son côté, en Europe, le mouvement des frères musulmans, depuis les années 1980. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je leur ai posé la question, mais j'ai trouvé finalement qu'ils étaient peu mobilisés sur finalement la déposition du président de la République égyptienne. Pourquoi? Et je leur dis, mais comment ils ont monté une vague manifestation, je pense, dans une salle, discrètement, à Paris, pour soutenir la cause des frères musulmans. Mais disons qu'il y avait beaucoup de mollesse dans la manière dont les frères musulmans en Europe se mobilisaient par rapport à ce printemps arabe et surtout par rapport à ce qui était arrivé en Égypte. Et bon, c'était toujours... Ce n'est pas le moment pour nous vraiment de nous signaler. Et leur peur... C'était une autre chose qui était beaucoup plus lourde, c'était le tripode ou la trialliance Émirats, Arabie Saoudite, Égypte. Et ça, effectivement, ça leur a fait très mal. Et c'est vrai que tous les efforts qui ont été dépensés financièrement, idéologiquement, il ne faut pas minimiser, il faut au contraire souligner tous les efforts qui ont été faits de ces trois pays, ces efforts conjoints, pour essayer effectivement de contenir, de combattre les frères musulmans. Et en sa matière, surtout le contexte anglais, pour eux, a été un coup de tonnerre terrible, parce que quand même, l'Angleterre,
depuis les années 30 vis-à-vis des frères musulmans, on ne peut pas dire qu'elle était vraiment hostile. Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais il y a eu toute une histoire entre l'Empire britannique et ensuite le United Kingdom, l'Angleterre, et les frères musulmans. Or là, tout d'un coup, on proclame une condamnation claire et précise des frères musulmans, et surtout à Londres, c'est-à-dire le cœur même de ce qui était l'activité ou, si vous voulez, la place forte des frères musulmans par les Égyptiens, les Irakiens et Syriens, des Libyens aussi à Londres. Et c'est vrai que c'était spectaculaire. Et du coup, si vous voulez, il y a quand même une espèce de volonté, non pas de recul, mais de discrétion, de distance. Mais par ailleurs, les frères musulmans, et ça a été dit, et c'est pour ça que je reviens sur les propos de M. Dahlan, bon, alors il dit effectivement 350 organisations musulmanes, de frères musulmans en France. Oui et non. Non, 350, c'est le chiffre qu'ils affichent. Hein. C'est pas du tout, ce n'est pas vrai. C'est un chiffre qui est complètement faux. C'est-à-dire qu'ils y affichent effectivement 350 cellules, c'est-à-dire une association, une mosquée, une salle de prière, un groupement quelconque. Et donc, ils additionnent, ça fait 350. Pas du tout dans ces 350. S'il y en a une bonne centaine, c'est déjà pas mal. Donc, du coup, il faut minimiser ce chiffre. Il ne faut pas le prendre, mais c'est pourtant le chiffre qu'ils affichent. Donc, il faut le prendre avec prudence et discrétion. Il y a ensuite le lien organique. Et ça, si vous voulez, je parle d'années de pratique, si vous voulez, sur ce sujet. Vous savez très bien que pour être un membre actif des frères musulmans, il faut faire la baïa, il faut faire l'allégeance, etc. C'est un processus pratique. Moi, je connais très bien aussi la tradition du mouvement communiste. Et donc, du coup, si vous voulez passer de l'un à l'autre, hein, on est quand même, quand on est familier dans l'un, on est très, très vite familier dans l'autre. Et c'est vrai que, si vous voulez, ce que Toufik Akimandos, l'historien égyptien, parle du processus léniniste des frères musulmans, c'est une réalité. C'est-à-dire que vous avez effectivement un mode de fonctionnement des frères musulmans en général, mais en tout cas en Europe, lorsqu'ils se sont implantés à partir des années 80, ça leur a permis d'être effectivement l'organisation la plus en mesure de structurer, si vous voulez, l'effort militant dans le sens de l'islamisme. Ça, c'est clair. De l'islam même en général. Bon, ça, c'est une réalité. Mais cette réalité, ça les plombe aussi. Voilà. C'est-à-dire, en même temps, ça leur donne un avantage énorme en matière de structuration, en matière de mobilisation. Et ça, ils l'ont fait à partir des années 80. On peut dire que c'est l'Union des organisations islamiques en France et la Ligue islamique en Belgique, qui a été deux organisations qui, effectivement, ont pu mobiliser, avoir des propos tout à fait sensés dans la manière de défendre les intérêts musulmans en Europe et en France, mais bien sûr de manière idéologique, c'est clair, car ils ont introduit, en même temps qu'ils se sont fait fort d'être défendre les musulmans, ils ont introduit, bien sûr, si vous voulez, tout un contenu idéologique qui est une certaine victimisation des musulmans, un certain discours du « eux et nous », nous les musulmans, vous les non-musulmans, donc ils ont introduit une certaine manière de se sentir musulmans. Et ça leur revient dessus, parce que chez les salafistes, ils utilisent eux aussi le « eux et nous » que eux, les frères musulmans, avaient introduit. Simplement, on se dit, mais c'est pas ce qu'on a voulu. Ah ben oui, mais attendez, c'est pas ce que vous avez voulu, mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est comme ça que des jeunes qui sont de la troisième génération se ressentent eux-mêmes, c'est-à-dire eux et nous, et de manière beaucoup plus radicale, c'est qu'à le dire, que vous l'avez introduit. Donc il y avait une ambiguïté. Quelle ambiguïté a été la plus, si vous voulez, emblématique au travers de Tariq Ramadan, qui lui a été beaucoup plus logique, hein, qu'il n'est pas frère musulman. Hein. Moi je me repose sur les propos de son oncle Gamal El-Banna qui a dit non, mon neveu n'est pas frère musulman. Il n'est pas, je vous le dis, il n'est pas frère musulman. Il est proche des frères musulmans, mais il n'a pas fait la baïa au guide. Bon, enfin, il n'a pas fait la baïa au guide. Moi, je ne sais pas. Si vous montrez une photo où il est en train de faire la baïa au guide, je vous croirai. Mais bon, mais peu importe. Est-ce que c'est si important dans son cas, dans le fond? Est-ce que c'est si important de savoir s'il a fait la baïa ou pas? Je crois que ce qui est important, c'est de savoir quelle est la proximité idéologique qu'il a avec le mouvement des frères musulmans,
comment, quand il s'agit effectivement d'apporter un soutien, s'il est là ou pas, bon, il a prouvé de manière évidente qu'il a toujours été présent, voilà, avec l'UOIF, avec d'autres gens, même s'il y a eu des petites disputes internes, mais il a toujours été proche des frères musulmans. Donc il est frériste, on va dire, pour être beaucoup plus, le terme beaucoup plus collectif, on va dire qu'il est frériste. Mais en tout cas, c'est tout à fait intéressant de voir qu'effectivement, il y a eu pendant 10 ans, à partir des années 85, 95, jusqu'en 2005, un mouvement, et ça leur a permis de rassembler, effectivement, de rassembler assez large, et de constituer, si vous voulez, une base alors, est-ce qu'elle peut être considérée comme une aile marchande? C'est ça la fin du problème, hein, qui est du djihad, ou est-ce que c'est... Je ne le crois pas, je le dis franchement, je ne le crois pas. Mais, si vous voulez, effectivement, ils ont participé par cette imprégnation idéologique, hein, qui est un mélange, effectivement, de fierté des musulmans, ce qui n'est pas forcément négatif, hein, c'est pas ça. Mais surtout de dire le eux et nous, de dire vous êtes en face de d'autres gens, vous êtes certes des citoyens, certes vous avez à respecter la République, ils le disent, mais en même temps, sachez que vous avez votre identité à préserver, à force de le répéter, de le dire et de l'exacerber, en quelque sorte, sans les revenus dessus, en quelque sorte. Et puis l'autre élément qui, en France, plus que dans d'autres pays francophones, finalement, les a, j'ai envie de dire, plombés un petit peu, c'est le fait d'avoir cru que l'heure était arrivée et qu'ils pouvaient en 2000 s'associer à une démarche qui avait été initiée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, c'est-à-dire un processus d'institutionnalisation. Et là, effectivement, ça a été, j'ai envie de dire, le début de leur perte, entre guillemets, enfin, leur perte. Pas tout à fait, mais enfin, ça a été le début pour eux d'une sorte de descente aux enfers, parce que, dans le fond, ils ont été guidés par un clan, parce qu'il y a aussi au sein de l'UOIF des disputes, des clivages idéologiques qui sont assez profonds, des clivages sur le thème de religieux aussi, hein. Et ils ont été, si vous voulez... certains ont dit, on choisit la participation au pouvoir. Donc, quelque part, ils se sont commis. Et quand ils se sont commis, ils ont abandonné leur fonds de commerce, entre guillemets, qui était justement le domaine identitaire. Ils ont abandonné tout ce qui constituait leur fer de lance. Par exemple, la lutte contre le voile, la possibilité pour les jeunes filles de porter le voile à l'école, qui était une de leurs batailles phares. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Nicolas Sarkozy leur a dit, écoutez, nous ne vous demandons pas de dire aux jeunes filles d'enlever le voile, mais nous vous demandons de rester discrets dans cette bataille-là. Ce qu'ils ont fait, voilà. Je vais finir là parce que c'était juste un détail, mais c'est pas rien. Et du coup, il y a eu une déperdition et il y a quelque chose qui est parti. Et là, effectivement, mais là, j'ai pas le temps de développer, mais il y a effectivement le mouvement salafiste qui est apparu. Maintenant, toute la question, et je conclus là-dessus, toute la question, est-ce que, effectivement, ce qui est défendu par très habilement, j'ai envie de dire, par l'Arabie Saoudite actuellement, est-ce que Daesh et les mouvements islamistes violents, radicaux, sont en fait plus les fils naturels de Saïd Qutb ou de Maoudoudi, ou est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec le wahhabisme? Moi, je trouve que tout ça, c'est de la littérature. Excusez-moi, hein, je suis direct. Je veux dire, dans le sens où le wahhabisme, c'est une réalité. Que le wahhabisme, depuis 1930, effectivement, ait changé de nature par rapport au régime saoudien tel qu'il est aujourd'hui, c'est une chose. Mais l'Arabie saoudite, si vous voulez, il y a une sorte de schizophrénie qui consiste à effectivement avoir un État moderne, avec l'héritier actuel, le fils du roi Salman, peut prouver qu'effectivement il se situe dans la modernité, mais on a les oulémas de la Mecque et de Médine, et les textes qui sortent de Médine et de la Mecque, certes, c'est pas ceux de Makdissi, c'est pas ceux qui sont les plus terroristes, certes, mais c'est ces textes-là qui gangrènent la plupart des gens qui sont ensuite attirés par la mouvance radicale.